Vous écoutez IDFM, il est midi. Le journal Sacha Elbaz. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez le journal de la mi-journée d'IDFM Radio Anguin qui débute exceptionnellement à midi. Au sommaire de ce jeudi 18 février 2016, nous recevrons Jacques Kosowski, député maire de Courbevoie depuis 20 ans. Il vient d'être élu président du nouveau territoire de Paris-Ouest, La Défense. Il sera l'invité politique du journal de la mi-journée à midi 20. Mais avant, nous recevrons le président du tribunal de commerce de Pontoise, M. Gérard Moury. Jean-François Dupaquet l'interrogera sur les difficultés des entreprises dans le Val d'Oise. Également de ce journal l'actualité locale et régionale avec les élus socialistes qui fustigent la hausse de la taxe foncière du Val d'Oise. Pierre Bédier qui va défendre la fusion Hauts-de-Seine-Yvelines. Et puis un maire de l'Essonne qui a été lourdement condamné. Sans oublier la revue de presse hebdomadaire de Jean-François Dupaquet, aujourd'hui consacrée à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Nous ferons également un point sur la météo. Certes, il fait froid, mais une amélioration est prévue en cours de journée. Puis nous terminerons par notre coup de cœur du jour, qui sera aujourd'hui dédié au sport. Il y a un peu moins d'un an, une entente a vu le jour entre l'Union sportive d'Euil-en-Gain-Montmorency et le handball Saint-Brice 95. Nous recevrons aujourd'hui Grégoire Nikonov, salarié du club. Il nous parlera des projets de ce club sportif à 12h45. Enfin, n'oubliez pas de réagir pendant votre journal sur la page Facebook IDFM Radio Anguin, sur Twitter avec le hashtag IDFM et sur le live depuis le site idfm98.fr. Et on commence tout de suite, Jean-François, avec le président du tribunal de commerce qui est notre invité aujourd'hui. Oui, bonjour Gérard Maury. Bonjour. Alors vous êtes le président du tribunal de commerce de Pontoise, ayant juridiction sur l'ensemble du Val d'Oise. Et à l'heure de l'audience solennelle, vous avez cité des chiffres extrêmement inquiétants sur la situation et sur le contexte des entreprises dans le Val d'Oise. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça va si mal dans le Val d'Oise ? Alors ça va pas si mal dans le Val d'Oise, en tout cas ça va pas plus mal qu'ailleurs. Avant de parler de chiffres, parce que les chiffres c'est toujours un petit peu assommant pour nos auditeurs, je voudrais rappeler que le tribunal de commerce de Pontoise est un tribunal de commerce parmi les 134 qui existent en France et que c'est une des 10 plus grandes juridictions. Donc vous avez dans le Val d'Oise une grande juridiction comme le TGI est une grande juridiction. Alors c'est une grande juridiction, alors vos magistrats dont on rappelle qu'ils sont bénévoles et qu'ils sont 50 subissent des formations de plus en plus spécialisées. Alors oui. Il fut un temps où nous avions une position certaine avec certains de nos ministres. À la fin des années 90, on nous reprochait de ne juger qu'en équité et de ne pas juger en droit. Depuis, il y a eu énormément de progrès puisque nous recevons une formation obligatoire à l'École nationale de la magistrature. Et alors, à titre d'exemple, et juste pour citer un chiffre, la formation à Pontoise, c'est 1300 heures par an. Et donc, l'École nationale de la magistrature, qui forme, et on le rappelle, les magistrats professionnels, forme aussi les magistrats bénévoles. Et depuis combien de temps ? Alors, depuis les années 2007-2008. Et vous êtes engagé, vous, dans ce processus ? Totalement. Avec tous vos magistrats ? Et non seulement avec tous mes magistrats, mais j'insiste énormément pour que chacun suive non seulement la formation initiale pour les nouveaux juges, mais aussi la formation continue pour les juges aguerris. Alors, Gérard Maury, quand on parle de tribunal de commerce, dans le langage courant, on a l'image d'un chef d'entreprise en larmes qui vient déposer son bilan, qui va perdre peut-être sa voiture, sa maison et peut-être même sa femme, mais je crois que vous faites d'abord de la prévention. Alors, on fait énormément de prévention. J'en veux pour preuve que l'année dernière, les juges qui sont chargés de la prévention ont reçu environ 450 chefs d'entreprise pour non pas les conseiller, puisque les juges sont des juges et non pas des conseillers, mais pour les écouter et puis pour les orienter vers des solutions qui leur permettent de régler les difficultés ponctuelles ou structurelles qu'ils peuvent avoir, et en particulier quand ils viennent nous voir suffisamment tôt, par le biais de 2 procédures qui sont des procédures amiable, contractuelle et surtout confidentielle, qui s'appelle le mandat ad hoc et la conciliation.
Alors, pour être journaliste dans le Val d'Oise depuis longtemps, j'ai connu des chefs d'entreprise qui voyaient la catastrophe arriver et qui étaient en quelque sorte comme terrorisés, incapables de réagir. Pourtant, c'est peut-être un message à rappeler ici, c'est que il faut pas attendre la catastrophe. On peut sauver son entreprise même quand elle est en grand danger. Alors, vous le savez, dans le Val d'Oise particulièrement, il y a un nombre important d'organismes ou d'associations qui sont créés et dont l'unique but est de venir en aide aux entreprises en difficulté. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'on a beau faire des conférences, et moi j'en fais 4 ou 5 par an, auprès des chefs d'entreprise ou auprès des réseaux de chefs d'entreprise, et malheureusement, on s'aperçoit que les gens que l'on arrive à contacter sont ceux qui sont en bonne santé, parce que les malades se cachent, et on sait que le chef d'entreprise, par nature, aime le risque. Tout le problème, c'est savoir, à partir du moment où il doit arrêter de prendre des risques et venir au tribunal pour demander de l'aide, en quelque sorte. Alors, en France, où l'entreprise n'a pas très bonne réputation, il y a des salariés qui disent qu'ils ont des mauvais chefs d'entreprise, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui disent qu'ils ont des mauvais salariés. Est-ce que ça existe, les mauvais chefs d'entreprise ? Un petit blanc, parce que c'est une question quand même à laquelle il est difficile de répondre. Je dirais, pour être tout à fait honnête, et ça avait été le sujet d'un de mes discours de rentrée d'audience solennelle, il y a 5 ans maintenant, ce que j'appelais des patrons voyous. Les patrons voyous sont quand même rares, heureusement, et on a quand même 98-99% de la masse des patrons qui sont des patrons honnêtes, entreprenants et qui respectent totalement leurs salariés et les droits de leurs salariés. Sacha Elbaz, j'ai une question à vous poser. Oui, Monsieur le Président. Le tribunal de commerce de Bobigny va être exclu. C'est dans le cadre de la loi Macron. Francis Griveau fait une rentrée solennelle. Que pensez-vous de cette actualité ? Alors, c'est quelque chose qui est totalement anormal. Et je pense que le décret qui n'est pas encore paru va corriger cette anomalie. Et il est très vraisemblable, je pense que vous voulez parler des tribunaux spécialisés. Oui, bien sûr. Bon, il est très vraisemblable que Bobigny figurera. Bobigny, je vous le rappelle, est le deuxième tribunal de commerce de France par le nombre de décisions qu'il rend, par le nombre de juges, etc., etc., etc. Et donc, je pense que la petite erreur qui s'était glissée dans la première mouture du décret sera corrigée et que Bobigny, normalement, devrait accéder à ce statut de tribunal spécialisé. Alors, Gérard Maury, en tant que président du tribunal de commerce de Pontoise, vous avez un regard évidemment très compétent sur la situation des entreprises et surtout des entreprises défaillantes. Qu'est-ce qui dans le Val d'Oise, souffre particulièrement de la conjoncture actuelle ? Alors d'abord, rappeler 2-3 chiffres, puisque même si on n'aime pas parler de chiffres, de temps en temps, il faut en citer. L'année 2015 a vu un accroissement assez spectaculaire du nombre de défaillances, que ce soit des liquidations judiciaires, des redressements judiciaires ou des sauvegardes. C'est ainsi qu'on est passé de 950 ouvertures de procédures collectives en 2013 à un peu plus de 1130, 1140 en 2015. Oui, il faut le rappeler à nos auditeurs, on appelle procédure collective en fait des défaillances d'entreprise. Voilà, alors la procédure collective judiciaire, ça regroupe 3 notions. La sauvegarde, malheureusement très très peu utilisée parce que trop mal connue, qui suppose que l'entreprise ne soit pas en état de cessation de paiement, le redressement judiciaire et les liquidations judiciaires. Force est de constater que comme les chefs d'entreprise viennent très tard devant le tribunal, la proportion de liquidation judiciaire est très importante, puisque nous avons prononcé en 2015 993 liquidations judiciaires pour 133 redressements judiciaires. Alors, Gérard Maury, vous avez dit aussi que ce qui va très très mal dans le Val d'Oise, c'est le bâtiment. Alors, le bâtiment souffre, c'est incontestable. Vous savez que c'est souvent l'indice phare de la bonne santé de l'économie, et c'est vrai que le bâtiment, alors surtout les petites entreprises, les grosses entreprises souffrent. Et pourquoi c'est le bâtiment qui souffre ? Simplement parce que nous vivons dans une époque où les marchés publics se sont rétrécis,
Et les premiers donneurs d'ordre, à ma connaissance, ce sont les collectivités territoriales. Et à partir du moment où les budgets diminuent, l'investissement diminue, et donc les marchés qui sont offerts aux entreprises du bâtiment du Val d'Oise, mais dans les autres départements c'est pareil, souffrent plus particulièrement. Là encore, un petit chiffre, sur 100 procédures qui sont ouvertes dans l'année, il y en a 41 qui concernent le bâtiment. Donc 41%, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Une dernière question, Gérard Amaury. Alors, dans ce monde un peu difficile de la vie économique, dans le Val d'Oise comme ailleurs, est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer dans certains secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres ? Alors, c'est même pas dans certains secteurs, je dirais que c'est globalement. Je crois qu'il est incontestable qu'on voit des frémissements de redémarrage de l'économie. Donc ça, c'est une réalité. On l'a vu sur le deuxième semestre de l'année 2015. La seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on reçoit des signaux qui sont très négatifs de ce qu'on appelle les BRIC, la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Et puis de toutes ces économies qui malheureusement pour eux, étaient construites sur le pétrole cher. Et aujourd'hui, avec un pétrole à $30 ou un peu moins le baril, leur PIB est en train de s'écrouler. Merci Gérard Amaury. Je rappelle que vous êtes président du tribunal de commerce de Pontoise, en quelque sorte un lanceur d'alerte sur la situation économique, en particulier dans le Val d'Oise. Merci. Merci à vous aussi. Merci Gérard Amaury. Tout de suite, l'actualité locale, comme chaque jour, sur IDFM. On commence avec vous, Coralie, une ouverture d'une information judiciaire sur la gestion de l'ancienne majorité socialiste à Argenteuil. Bonjour Sacha. Après une plainte déposée par l'équipe de Georges Montron, maire Les Républicains d'Argenteuil, en juillet 2014, une information judiciaire a été ouverte par le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Tout juste réélu, l'édile avait engagé une action contre l'ancien maire socialiste, Philippe Doucet, qu'il accusait d'irrégularité dans la gestion des affaires de la commune. La ville veut se porter partie civile. Alors on recevait Gérard Montron et son premier adjoint, Xavier Perica. Georges Montron, excusez-moi, et Xavier Perica, son premier adjoint. Nous avons même eu Philippe Doucet sur ces relations qui sont très tendues entre les deux personnages publics. C'est vrai que à Argenteuil, ça fait vraiment très longtemps que les relations sont très tendues entre majorité et opposition. Est-ce que ça peut s'arranger, Arthur ? C'est une nouvelle qui ne va pas contribuer à réchauffer les relations politiques à Argenteuil. Mercredi, Georges Montron a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire par le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Le maire avait déposé 2 plaintes les 16 juillet et 21 août 2014 pour favoritisme, complicité et recel de ce délit, trafic d'influence, détournement de fonds publics et abus de confiance aggravés. Que va-t-il se passer maintenant, Jean-François ? Eh bien, un magistrat instructeur va être en charge de l'information. On dit du côté de la municipalité que ça ne devrait pas tarder. Et bien sûr, la municipalité aura accès au dossier, en tout cas, elle l'espère. Nous avons donc mandaté Maître Marie Dossé comme avocate afin de nous constituer partie civile dans le cadre de cette instruction, a précisé Georges Montron. Il a ajouté « Nous attendons aujourd'hui que la recevabilité de notre constitution de partie civile soit actée par la magistrate ». Alors comment réagit Philippe Doucet, le député socialiste et désormais ancien maire d'Argenteuil ? Eh bien, Philippe Doucet, il dit « Restez serein ». Il déclare exactement ceci. « Depuis cette plainte, je n'ai jamais été entendu, jamais mis en cause. J'attends tout cela avec beaucoup de sérénité et d'intérêt, dont acte. » On suivra cette affaire de très près, Jean-François. Arthur, les élus socialistes fustigent la hausse de la taxe foncière dans le Val d'Oise. Le conseil départemental s'apprête ce vendredi à voter l'augmentation de la taxe foncière. Les propriétaires de biens bâtis paieront en moyenne 150 € supplémentaires l'année prochaine, selon le groupe d'opposition socialiste et apparenté. Une décision que les élus socialistes regrettent. Ils reprochent à la majorité de céder à la facilité. On écoute le reportage de VOTV. Ils ne digèrent pas la hausse de la fiscalité départementale. L'opposition socialiste au conseil départemental du Val d'Oise est revenue sur l'augmentation programmée de la taxe foncière décidée par la majorité de l'Union de la droite et du centre. Un bond de 3,93 points, insupportable pour Fabien Bénédicte, conseiller départemental d'Argenteuil 2. L'effort demandé aux Val-d'Oisiens cette année, c'est 30% d'augmentation d'impôts. C'est extrêmement important, ça va représenter 150 € par an de plus pour les foyers valdoisiens. Et il ne faut pas oublier que cette augmentation de 30%, elle fait juste suite à 2 augmentations en 2011 et en 2012 à hauteur de 43%. Donc maintenant on arrive à quasiment 90% d'augmentation d'impôts en 5 ans, ce qui représente quasiment un doublement
de la fiscalité départementale. Donc c'est un effort extrêmement important pour les Valdoisiens. Cette augmentation représenterait selon eux 150 € par ménage en moyenne. Elle dégagera 71 millions d'euros. Pour les élus d'opposition, cette augmentation n'est pas justifiée. La majorité aurait dû se recentrer sur ses compétences pour réduire les dépenses. Nous on continue à critiquer avec force le fait que le département n'arrive pas à se recentrer sur ses compétences prioritaires qui devraient être la solidarité, les collèges, les routes, la petite enfance, et continue finalement à saupoudrer les deniers publics, l'argent public sur tout un tas d'actions qui sont certes extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, mais en période de difficultés financières, il faut avoir le courage politique de faire des choix définitivement et puis de laisser certains secteurs à d'autres, et notamment à la région, comme la loi NOTRe y invite les départements. Le budget sera voté ce vendredi lors de la séance plénière du mois de février. Les élus socialistes voteront contre l'augmentation de la fiscalité et le budget 2016. C'était un reportage donc de VO TV. Arthur, on continue, nous allons à Gonesse puisque le collectif pour le Triangle organise une réunion de préparation au débat public sur Europa City. Ce jeudi 18 février, les associations membres du collectif pour le Triangle de Gonesse organisent une réunion publique à la maison de quartier Jacques Brel de Villiers-le-Bel. Celle-ci permettra de préparer le débat public sur le projet Europa City qui se déroulera du 15 mars au 30 juin prochain. Le collectif dénonce toujours les faiblesses et incohérences du dossier qu'il souhaite ne pas voir aboutir. Pour se faire entendre, ce dernier a par ailleurs mis en ligne son nouveau site internet www.nonaeuropacity.com, réalisé grâce au fonctionnement participatif. L'innovation sociale est récompensée dans le Val d'Oise, Arthur. Plusieurs villes du Val d'Oise ont été récompensées pour leur projet d'innovation sociale. En premier lieu, le dispositif d'accessibilité pour les personnes malentendantes, conçu pour le Centre communal d'action sociale d'Hermont, a remporté le concours et donc gagné un chèque de 3 000 €. La ville de Bouffémont remporte la deuxième place et un chèque de 2 500 € avec son projet d'auto-école. Le Centre communal de Pontoise récupère la troisième place et 1 500 € pour la création d'un lien entre locataires de logements sociaux et gens du voyage. Saint-Prix a quant à lui remporté le prix coup de cœur pour le projet de découverte du département en calèche, comme au Beauviantin. Coralie, Pierre Bédier va défendre la fusion Hauts-de-Seine-Yvelines. Pierre Bédier, président du département des Yvelines, va défendre le projet de fusion entre les Hauts-de-Seine et son département le 4 mars prochain. Ce mariage n'avait pas fait l'unanimité lors du dernier conseil. Christine Boutin, conseillère départementale du canton de Rambouillet, et Yves Vandeval, représentant de la vallée de Chevreuse, n'avait pas voté pour ce projet. Jean-Frédéric Poisson, président de Rambouillet Territoire, s'est inquiété de ce projet dans une lettre adressée à Pierre Bédier, président du département. Merci Coralie. Dans un instant, nous allons recevoir le député maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, et nouveau président du nouveau territoire Paris-Ouest, La Défense. Il répond à nos questions dans 2 minutes. À tout de suite. De retour sur IDFM Radio Anguin, merci d'être avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, la page IDFM Radio Anguin, Twitter avec le hashtag IDFM ou depuis le site idfm98.fr. L'invité politique aujourd'hui est le maire de Courbevoie depuis 20 ans, député des Hauts-de-Seine depuis 18 ans et président du nouvel EPT, établissement public territorial Paris-Ouest, La Défense, depuis 1 mois. Bonjour Jacques Kosowski. Bonjour monsieur. Vous êtes fier, j'imagine, d'être le président de ce nouveau territoire ? Oui, il faut reconnaître, c'est vrai, c'est quand même 11 communes. Je vous rappelle, c'est Courbevoie, La Garenne-Colombe, c'est Suresnes, c'est Nanterre, c'est Puteaux, c'est Rueil-Malmaison, c'est Vaucresson, Saint-Cloud, Garches, Levallois et Neuilly. Ah, très bien, donc c'est 11 villes. Donc voilà, je pense à monsieur Fromentin à Neuilly, monsieur Ollier à Reuil, vous venez de le dire, et même monsieur Balkany à Levallois. Est-ce que vous allez pouvoir composer avec tous ces maires qui sont quand même des loups de la politique ? Vous savez, ce qui est important, c'est d'abord de faire émerger un projet commun, dynamique. Et ce projet, s'il est ambitieux, je crois que c'est pour développer notre territoire. Ils sont tous à fait d'accord sur ce principe. Sinon, je n'aurais pas été élu à l'unanimité. Alors, en disant quand même que la présidence, c'est pas une présidence à vie, c'est une présidence pour 2 ans. Oui. Et au bout de 2 ans, un autre maire, diront, sera élu. Eh bien, c'est étonnant. Pourquoi une présidence si courte ? Est-ce qu'on a le temps vraiment d'agir en 2 ans ? Vous savez, on est déjà maire, donc on sait déjà ce qui se passe dans nos communes et puis dans les communes avoisinantes. Et être pendant 2 ans, c'est une bonne chose parce que ça permet de lancer des idées que nous prenons ensemble, parce qu'on n'est pas tout seul. Et éventuellement, j'ai décidé, par exemple, en 2015, d'avoir la révision du PLU de Courbevoie.
pour qu'il y ait plan local d'urbanisme cohérence intercommunale. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il ne faut pas non plus s'accrocher sans arrêt, disons, dans un territoire comme cela. Je crois qu'il faut apporter des nouveautés. Alors le dernier numéro du magazine municipal évoque pour sa majorité le futur dans votre ville. À Courbevoie, les élus s'expriment sur leur vision de la ville dans 20 ans, en 2036. Mais si on se limite à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2020, quelles sont vos grandes priorités d'ici là ? Si vous voulez, pour le moment, nous avons besoin de réfléchir, disons, au développement durable. Je pense que c'est surtout ça. Nous avons un nouveau quartier qui va s'appeler le village de l'Âche, puisque les automobiles étaient là à l'époque. Et donc, nous souhaitons développer ce quartier, en faire un développement durable et faire un éco-quartier en même temps. Donc ça, c'était intéressant pour nous. Alors après, nous avons Éole qui va se construire, disons que les travaux vont commencer au mois de septembre, vont terminer jusqu'en 2020. Nous avons la gare du Grand Paris qui va se faire en 2027. Donc voilà, je crois que nous avons un lancement important. Nous allons avoir un nouvel établissement public territorial qui va prendre la défense plus de facto, c'est-à-dire les PADGE et de facto. Donc vraiment, il n'y a que des projets pour justement aller beaucoup plus loin dans l'avenir. Alors, ce week-end, votre ville organise le 4e meeting olympique de natation. 500 nageurs de haut niveau vont se défier dans le bassin et même des stars seront présentes, telles que Florent Manodou, Frédéric Bousquet. C'est un rendez-vous important pour Courbevoie ? Oui, c'est un rendez-vous important, d'abord parce que ce sont de grands champions olympiques et des gens champions mondiaux, et en plus pour la jeunesse, pour les enfants, même pour nous, c'est quand même très très agréable. Et puis c'est un meeting de préparation pour les Jeux Olympiques de Rio, donc si par bonheur ils gagnent, on dira tiens, ils se sont entraînés à Courbevoie. Maintenant, plus sérieusement, c'est surtout une animation très très importante, si vous voulez, que nous faisons avec nos collègues en même temps de la ville d'à côté, qui est plutôt. On va avoir quand même 40 nageurs. Ils sont en lice, on a 90 clubs de France, et on aura certainement environ 800 nageurs en tout. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Et j'ai 2 noms simplement, c'est important, des juniors au niveau européen, qui est Aïkassi et Donia Mansouri, je veux les nommer parce que vraiment ce sont des gens qui veulent accrocher aussi. Non, on a besoin de faire ça, je crois que c'est une belle image, pour la jeunesse, c'est une belle image aussi pour la population de Courbevoie et de Puteaux en même temps, parce qu'on est quand même, et pour le territoire en règle générale aujourd'hui. Alors, tout autre sujet, 130 agents municipaux à Courbevoie ont bénéficié de l'aide à la reconversion ou aux aménagements de poste en cas de problème de santé. La ville a d'ailleurs obtenu le 2e prix de la santé au travail. C'est un dispositif assez peu connu des auditeurs et des Français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix ? Déjà, il faut penser que quand on est maire, moi au Courbevoie, j'ai 1800 fonctionnaires. Donc 1800 fonctionnaires, ce sont des salariés comme tout le monde et il faut regarder ce que l'on peut faire. Alors, notre idée, c'est qu'ils puissent conserver ou reprendre un emploi dans les meilleures conditions possibles. Et puis le dispositif, c'est quoi le dispositif ? Ça permet d'aménager des postes, de faire des bilans de compétences, des formations d'acquisition de compétences ou des reconversions dans d'autres services. Vous savez, hier, j'ai fait une petite conférence sur les seniors. Des gens qui ont 45, 50 ans, et puis qu'aujourd'hui on ne veut plus. Dans un autre domaine, et pas, disons, mairie. C'est tout simplement savoir qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut apporter. Le but de ça, c'est quoi ? C'est que les personnes qui rencontrent des problèmes de santé ne subissent pas, en plus, des difficultés professionnelles. Quand vous êtes malade, si en plus vous avez des difficultés professionnelles, je ne pense pas que ça guérisse plus facilement. Alors que si vous avez au moins la sécurité du travail, vous pouvez avoir peut-être, je ne suis pas médecin, peut-être avoir une plus grande guérison. Tout ça dépend de ce que vous avez, bien entendu. En 2013, votre municipalité a conclu un marché avec AXA pour assurer les agents municipaux. À l'époque, l'assureur proposait la meilleure offre, c'est ce que vous avez déclaré. Vous payez l'équivalent d'1,5% de la masse salariale, soit près de 400 000 euros. Désormais, après renégociation, la prime est portée à 1,68%. Cela a un peu irrité l'opposition de gauche qui souligne que le taux d'accident de travail est faible à Courbevoie. Pourquoi alors avoir accepté cette renégociation ? Justement parce qu'on a eu une augmentation des accidents du travail. Il y a eu des sinistres aussi, en particulier accidents du travail. Et pourtant, on essaye de faire très très attention à ce que ça baisse. C'est une hausse en plus qui est prévue dans le code des assurances. Vous savez, nous, quand on prend des décisions, après c'est envoyé au contrôle de légalité de la préfecture. Si quelque chose ne fonctionnait pas, la préfecture saurait nous le dire. Alors voilà, près de 20 ans que vous êtes maire, depuis précisément le 25 juin 1995. Est-ce que vous comptez laisser le flambeau un jour ? Je crois qu'il ne faut pas toujours s'accrocher, il faut regarder. Simplement, vous savez, comme on dit toujours, c'est trop plein, moi, quand je vais partir. Vous savez, il y a un grand président de la République qui a dit ça. Sans paraphraser, je pense que oui, il y a un moment, il faut savoir passer la main tranquillement. Mais pour le moment, je n'ai pas de grosses difficultés. Je lance les projets, sinon j'arrêterai tout de suite. Mais non, je le fais parce que j'aime Courbevoie, parce que les Courbevoisiens me le rendent à chaque fois, puisque je suis élu pratiquement à chaque fois au premier tour. Ça veut dire qu'ils ont quand même accepté la politique que je mène.
Mais je crois qu'il faut tout à fait comprendre qu'il faut s'en aller. Vous savez, je préfère partir, disons, en étant toujours élu, que d'un jour d'être battu. Je préfère que les Courbevoisiens puissent me regretter que me rejeter. Et quand vous partez, les gens disent « Qu'est-ce qu'il était bien, ce maire. Il aurait dû rester, mais si vous êtes battu, il est trop vieux, il aurait dû partir. » Pour être un bon maire. Ah, ça, c'est pas à moi de juger. Mais je sais que je fais le maximum pour ça, mais bien entendu, il n'est pas question que j'aille jusqu'à 100 ans pour être maire, certainement pas. Alors, Patrick Balkany, avec qui vous allez devoir composer dans ce nouvel EPT, le maire de la ville voisine de Levallois-Perret, est accusé d'anomalies de gestion dans sa ville à hauteur de 117 millions d'euros. C'est pas la première fois que Patrick Balkany est visé par des ennuis judiciaires. C'est de l'acharnement, selon vous ? Écoutez, je ne porte pas de jugement. Vous allez me dire, vous ne prenez pas de risque. Non, je ne porte pas de jugement. Chacun gère sa ville. Je m'aperçois que Patrick Balkany est réélu à chaque fois. Alors, ça veut dire mais est-ce que la réélection assure l'honnêteté ? La réélection, quand vous n'êtes pas honnête, je ne pense pas que la population continue à vous élire. Je pense que depuis le temps qu'il est là, maintenant, ce que la Chambre régionale des comptes dit, c'est une chose. Maintenant, il aura, lui, le droit de réponse, et ils y apporteront des réponses, disons, et après, on verra ce que la Chambre régionale des comptes continue à dire. Moi, j'ai eu la même chose quand on a des contrôles sur la Chambre régionale des comptes. Ils nous posent des questions, on leur répond, et puis bon, après, on passe au conseil municipal, on explique, et on s'aperçoit que ce qu'ils ont dit, ce n'est pas toujours, disons, preuve de vérité, il suffit d'apporter des éléments. Donc je ne porte pas de jugement sur lui, comme je ne peux pas de jugement sur les autres. Je porte déjà un jugement sur moi, c'est déjà très bien, vous savez. Alors Jacques Kosowski, si vous deviez résumer votre action là sur les années qui vous restent avant la fin de votre mandat, en quelques mots, ça serait ? Ça serait le développement durable à fond, l'écoquartier à fond, et l'avenir. C'est pour ça que j'ai demandé à mes collègues qu'est-ce qu'ils pensaient de Courbevoie dans 25 ou 30 ans, qu'ils puissent me dire voilà ce qu'on veut pour Courbevoie. Je pense qu'on a tout à fait raison. Il faut développer les espaces verts. On a eu la fleur d'or, si vous voulez. On est quand même 8 villes en France à avoir eu la fleur d'or. Et la seule des Hauts-de-Seine. Non, 8 villes en France. Non, non, mais vous êtes la seule des Hauts-de-Seine à avoir eu la fleur d'or. Exactement, tout à fait, oui. Donc voilà, je crois qu'il faut continuer. On sait qu'on fera des économies d'énergie, on sait que disons, comment travaillerons-nous demain, comment vivrons-nous demain. Je pense qu'on se penche sur ce dossier-là. Et je pense que quand j'aurai tout terminé, je me dirais que j'ai quand même peut-être bien réussi quelque chose sur Courbevoie. J'aurais au moins apporté ma pierre à l'édifice. Alors, question que nous posons désormais à chaque fin d'interview à un élu républicain. Sur notre antenne, nous sommes à 9 mois de la primaire. Dans votre camp, qui allez-vous soutenir, monsieur Kosowski ? Au moins, j'ai pas de doute là-dessus. Je soutiendrai Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, je compte faire sa campagne en ce qui concerne, disons, le département des Hauts-de-Seine pour Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que les Hauts-de-Seine est un département ultra favorable à Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas obligatoire, parce que regardez, il va y avoir quand même pas mal de candidats, mais ils savent que les candidats, de toute façon, que je connais, je les recevrai aussi à Courbevoie, quels qu'ils soient. Non, je pense que c'est tout. C'est une question, disons pour moi, d'amitié d'abord, et puis de sincérité concernant le président que j'ai connu, et puis le maire que j'ai connu, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous pensez qu'il a des chances d'être élu ? Nous avons été un des premiers à faire d'ailleurs une fusion dans les hôpitaux entre Courbevoie et Neuilly. Très bien, Jacques Kosowski, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député de la 3e circonscription des Hauts-de-Seine, maire de Courbevoie et président du nouvel EPT Paris-Ouest La Défense. À bientôt. Merci. Dans un instant, nous reviendrons avec l'actualité locale et régionale. Mais avant, bien sûr, comme chaque jeudi, je sais que vous l'attendez. C'est ma dernière, en tout cas, ça sera Jean-François Dupaquier qui l'assurera, la revue de presse. A tout de suite sur IDFM. Nous sommes de retour sur IDFM Radio Anguin, merci d'être avec nous. Comme chaque jeudi, la revue de presse de Jean-François Dupaquier, aujourd'hui consacrée à la peur, mais aussi à la peur peut-être de l'ancien président, puisqu'il est mis en examen. Sacha, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans Charles Aznavour est entré dans le studio, mesdames, messieurs. Vous ne pouvez pas connaître ce temps-là. D'ailleurs, même vos parents peut-être ne se connaissaient pas quand c'est arrivé. C'était le 18 février 1976. Année de naissance de ma mère, donc c'est compliqué. Voilà, donc c'était sur TF1 et c'était avant Patrick Poivre d'Arvor. Vous vous rendez compte, ça fait longtemps. C'était le présentateur Roger Giquel qui commençait son journal du 20h, tellement regardé. À l'époque, tout le monde regardait TF1. Il commençait par dire « La France a peur ». Eh bien, aujourd'hui, on pourrait dire encore une fois « La France a peur ». Tout le monde a peur. Dans la Gazette du Val d'Oise, on nous apprend que les Valdoisiens ont peur des radars sur toutes les routes du Val d'Oise. Et d'ailleurs, pour les rassurer, la Gazette du Val d'Oise donne la liste de ces radars.
Et surtout que depuis le mercredi 10 février, ça fait exactement 8 jours, on a installé un nouveau radar sur la 15 qui a surpris de nombreux usagers. La Gazette nous dit, dès son installation, il a crépité à tout va. Un véritable feu d'artifice qui a surpris de nombreux automobilistes, pourtant alertés en amont par un panneau. Et il faut bien le dire, par la Gazette du Val d'Oise, ça n'a pas suffi. Et j'ai vu moi-même hier soir, en rentrant chez moi à une heure tardive, que ça crépitait encore dans l'autre sens, parce que moi je retournais vers Pontoise. Alors, cette peur, elle est un petit peu générale. Vous savez que les libraires ont peur de manquer de livres de Nicolas Sarkozy parce qu'ils vont se faire disputer par des clients furieux puisque ce livre cartonne. Le Parisien nous dit que les touristes ont peur. Les touristes, vous vous rendez compte, ont peur de Paris. Mais là, c'est peut-être un peu plus sérieux. Oui, alors là, c'est depuis les attentats du 13 novembre... les touristes sont moins nombreux, le nombre de nuits dans les hôtels à Paris a diminué de 20% et même les restaurants ont diminué de 20% leur chiffre de clientèle, c'est beaucoup. Est-ce que vous pensez alors qu'on va pouvoir rester première capitale du monde ? Eh bien, je ne sais pas, mais est-ce que Sarkozy va pouvoir redevenir le premier président de la France ? La question est aussi posée. Est-ce que Sarkozy a peur ? Eh bien, le journal L'Opinion, le quotidien libéral, dit « Peut-il tenir ?» Et tout le monde se demande s'il a peur. Et sur la une de l'Opinion, on voit une caricature très amusante. Il y a Nicolas Sarkozy qui est devant le juge. Et il est debout, les bras tendus, et dit « Enfin, c'est ridicule, si j'avais quelque chose à me reprocher, je l'aurais mis dans mon livre. » Vous savez, ce fameux livre « Mea culpesque » de Nicolas Sarkozy. Peut-être il a oublié des choses dans ce livre. En tout cas, les journalistes, eux, n'ont rien oublié. Le Parisien titrait hier « Le coup d'arrêt ». Alors, vous savez, quand on est mal, eh bien, on a une mauvaise photo. Alors, La photo de Sarkozy hier en une du Parisien était absolument accablante. Enfin, il avait l'air en tout cas accablé. Et aujourd'hui, c'est le tir groupé sur l'ambulance. Le Monde, le candidat Sarkozy fragilisé par la justice. Libération, Sarkozy dans la mouise, son camp minimise. Évidemment, son camp dit qu'il n'a pas peur parce qu'un champion ne peut pas avoir peur. Sinon, il n'est pas un champion et il reste le champion pour... toute une série de gens, y compris pour Jacques Kossowski, qu'on interrogeait il y a un instant. Alors, cette peur, eh bien, elle est mauvaise conseillère, tout le monde le sait. La peur est mauvaise conseillère. Et Roger Gicquel s'est fait taper sur les doigts quand il a prononcé cette petite phrase parce que le gouvernement est chargé de rassurer les Français, quitte à leur raconter des histoires à dormir debout, comme chacun sait, même si les histoires sont de moins en moins crédibles. Alors, pour revenir à cette peur générale, il faut rappeler qu'on a injustement accablé le malheureux Roger Gicquel, qui est décédé, rappelons-le, le 6 mars 2010 en Bretagne. C'était un homme plein d'esprit qui finissait toujours ses journaux télévisés par un trait d'humour assez british, un petit peu comme sa propre tenue, très élégante toujours. Et en fait, il avait été beaucoup plus nuancé que ce qu'on croit. Il avait dit, c'était juste après l'arrestation... de Patrick Henry, l'assassin du petit Philippe Bertrand, une affaire qui a ébranlé vraiment les Français. Il avait dit « Bonsoir, la France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Oui, la France a peur et nous aurons peur car c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions. Parce qu'on voit bien que cette peur débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. » Eh bien, en tout cas, il y a une région de France où les touristes n'ont pas peur. Je vais vous le révéler parce que c'est une information que j'ai eue ce matin lors de la conférence de presse de Philippe Seur et de Bruno Cagnon, le patron du groupe Barrière à Enghien. Eh bien, les touristes qui ont peur à Paris, ils viennent se réfugier à Enghien-les-Bains. C'est une sorte de havre de paix. Si à Paris, la fréquentation des restaurants a baissé de 20%, à Enghien-les-Bains, la fréquentation des hôtels a augmenté de 15%. Eh bien, venez tous à Enghien-les-Bains. Écoutez Charles Aznavour de dire... je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans vont apprendre à connaître. Merci Jean-François pour cette revue de presse et puis bienvenue à tous les touristes qui souhaitent venir à Enghien-les-Bains avec un beau casino, un beau lac. Voilà une ville qui peut accueillir les touristes tout comme Paris. C'est vrai que les dispositifs de sécurité dans la capitale ont largement été renforcés. Les touristes n'ont, je pense, rien à craindre. Ils peuvent venir dans notre pays en toute sérénité. Arthur, on continue avec l'actualité locale. 5 ans d'inéligibilité et de prison avec sursis requis contre le maire de Linas dans l'Essonne. Lundi soir dernier, le ministère public a requis 3 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, 20 000 euros d'amende contre François Pelletan, maire UDI de Linas. L'ancien conseiller général du département est accusé de détournement de fonds publics, de ne pas avoir payé les heures supplémentaires de plusieurs salariés et d'avoir utilisé un camion de la mairie pour son usage personnel. François Pelletan cumule 11 chefs d'accusation. Il avait déjà été condamné en 2006 pour du favoritisme. Les juges, qui requièrent donc 5 ans d'inéligibilité, 3 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende, ont mis leur
jugement en délibéré jusqu'au 14 mars prochain. Le président de la Société du Grand Paris va visiter les 10 sites des gares de la future ligne 18. Philippe Yvain, président de la Société du Grand Paris, vient de visiter les 10 sites de gare de la future ligne 18 du métro parisien. Cette ligne devrait désenclaver le plateau de Saclay et relier l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles-Chantier en 30 minutes. Le futur métro devrait s'étendre sur 35 km, dont 14 km en aérien. Mais la section prévue en aérien a provoqué de nombreuses manifestations, comme à Saclay ou à Magny-les-Hameaux. 4 réunions publiques sont programmées dans les villes de Versailles, Guyancourt, Gif, Massy pour expliquer le projet. Coralie, une convention de partenariat a été signée entre le CFA de Saint-Gratien et l'école Saisie de Nanterre. Faire une école d'ingénieur après un bac était réservé aux lycéens issus des filières générales. Mais c'était avant la signature d'une convention de partenariat entre le centre de formation des apprentis Saint-Jean de Saint-Gratien et l'école d'ingénieurs Saisie de Nanterre. Désormais, les apprentis de ce CFA pourront intégrer, après leur bac pro, la formation responsable de chantier de l'école. La présidente du CFA de Saint-Jean n'a pas manqué de rappeler que l'objectif principal de cette convention était de lever les obstacles psychologiques qui empêchent parfois les élèves titulaires d'un bac professionnel de se lancer dans un second cycle. Arthur, à l'heure où il neige dans quelques départements d'Île-de-France, à Juvisy-sur-Orge, une station de ski va être organisée. Ce n'est pas encore l'Alpe d'Huez ou les Arcs, mais Juvisy-sur-Orge a décidé d'apporter un peu de neige en Île-de-France. Une piste de luge va être installée en centre-ville vendredi et elle sera ouverte jusqu'au 28 février. Des trampolines et des structures gonflables amuseront aussi les enfants. La piste et les différentes structures seront mises en place devant le parking du Crédit Mutuel et les enfants pourront y avoir accès pour la modique somme de 2 €. Ouais, une station de luge, pas une station de ski. Coralie, un projet de village de l'automobile hérisse les écologistes à Rambouillet. Jean-Frédéric Poisson, président de Rambouillet Territoire, défend bec et ongle son projet de village de l'automobile qu'il souhaite installer à Rambouillet. 8 concessionnaires devraient donc s'installer dans la zone d'activité du Bel Air. David Jutier, élu écologiste, et l'Association pour le développement d'une agriculture durable à Rambouillet ont déposé un recours face à ce projet, puisqu'ils souhaitent préserver les terres agricoles de la ville. Les écologistes ont monté un contre-projet qui vise à exploiter ces terres agricoles de façon normale. Coralie, le budget de Seine-et-Marne va être voté aujourd'hui. Aujourd'hui, le conseil départemental va voter le budget de la Seine-et-Marne qui devrait être conforme aux orientations données lors du débat sur le sujet le mois dernier. Un budget qui devrait malheureusement rimer avec économie, hausse d'impôts ou encore désendettement. Il devrait toutefois être équilibré avec 1,3 milliard de recettes pour la même somme de dépenses. On reste en Seine-et-Marne puisque 2 manifestations ont lieu, mais pour le prix d'une. Hier mercredi, une cinquantaine d'enseignants a fait siège devant la préfecture de Seine-et-Marne pour protester contre la réforme du collège. Et comme une ne suffit pas, les enseignants, cette fois-ci accompagnés des parents, se mobilisent actuellement sous les fenêtres du conseil départemental pour dénoncer la fin de la gratuité des transports scolaires, mais aussi pour exprimer leur mécontentement sur le projet de nouvelle carte scolaire pour la rentrée prochaine. Arthur, le maire de Nogent-sur-Marne, officialise son soutien à Alain Juppé, le maire de Bordeaux, pour les primaires des Républicains. Alain Juppé était en déplacement hier, mercredi, dans le Val-de-Marne. Et ça tombe bien, puisque le maire Les Républicains de Nogent-sur-Marne, Jacques-Jean-Paul Martin, a officialisé son soutien au maire de Bordeaux pour les primaires qui auront lieu en novembre. Le maire de Nogent est donc le 3e du Val-de-Marne à se prononcer en faveur d'Alain Juppé, puisque le maire de Joinville, Olivier Daune, l'a précédé de quelques jours. François Lecoufle, maire de Limeil-Brévannes, a aussi officialisé son soutien à celui qui est actuellement favori dans les sondages. Arthur, les agents sociaux du Val d'Oise expliquent leur cas aux habitants. Mardi dernier, une dizaine d'agents sociaux ont distribué des tracts et fait signer des pétitions pour dénoncer leurs conditions de travail, aussi bien à la caisse d'allocation familiale, la CAF, qu'à la caisse primaire d'assurance maladie. Les violences en augmentation, les délais de plus en plus longs pour traiter les dossiers sont une des raisons des agressions contre les agents. Arthur, des activités sportives gratuites pour les jeunes des Hauts-de-Seine. Pendant ces vacances scolaires, le conseil départemental des Hauts-de-Seine propose aux jeunes âgés de 6 à 17 ans, valides ou non, de bénéficier gratuitement d'activités sportives tous les jours, sauf les week-ends. Activités programmées à partir de ce lundi 22 février jusqu'au 4 mars sur réservation. 8 communes accueillent des activités: Bagneux, Châtenay-Malabry, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Valois-Perret, Malakoff, Saint-Cloud, Ville d'Avray. Le stade intercommunal Marcel Beck à Meudon participe également au dispositif Vacances Sport Hauts-de-Seine. Quant au programme Tous Nageurs, il se déroule dans 5 piscines à Antony, Asnières-sur-Seine, Clichy-la-Garenne, Saint-Cloud et Suresnes. Les renseignements et informations sur le site des Hauts-de-Seine.
Alors Arthur, le tribunal pour enfants va être expliqué aux collégiens du Val d'Oise. Expliquer le fonctionnement du tribunal pour les enfants à des jeunes collégiens, c'est l'objectif de l'association valdoisienne Formapass. À travers des cas concrets jugés par le passé, les intervenants sollicitent les élèves pour rejuger ces affaires. À la clé, une meilleure compréhension de la justice, des conséquences judiciaires de leurs actes, illustration au collège du Moulin à Vent à Cergy, dans ce reportage de VOTV. Collège du Moulin à Vent à Cergy, cet après-midi, tous les élèves de 4e sont réunis au réfectoire. Chaque classe vient présenter une étude de cas concernant la justice des mineurs, raquettes, dénonciations calomnieuses, fausses rumeurs. Chaque classe a travaillé sur une affaire qui a vraiment été jugée devant le tribunal pour enfants. À la base de cette initiative, Paul Haïs, assesseur au tribunal pour enfants de Pontoise depuis une dizaine d'années. Ce que je vous rappelle, c'est que c'est une histoire qui a été jugée, une histoire réelle. C'est pas « il était une fois ». Ce gamin-là, je l'ai rencontré. Ce gamin-là, on mettait la tête dans les toilettes tous les jours parce qu'il ne lâchait pas 10 €, je l'ai rencontré. Et il vous ressemble. C'est pas un gamin qu'on a inventé. Il a créé une association baptisée Formapass pour intervenir auprès des jeunes publics dans le cadre d'ateliers pédagogiques. On s'était dit, pourquoi pas essayer de réfléchir à un module où, moi, de fait de mes expériences et de mes connaissances, et du fait d'être assesseur au tribunal aussi, pourquoi pas proposer quelque chose où on pourrait rencontrer les jeunes à travers une association que j'ai montée pour pouvoir sensibiliser les jeunes au comportement à risque et un peu mieux expliquer, un peu peut-être entre guillemets vulgariser les dispositions et les situations dans lesquelles les jeunes pourraient s'entraîner ou se retrouver face à un système qui est quand même quelque chose de lourd, qui peut être même des fois très 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 lourd, qui se trouve être la justice. Les élèves réfléchissent sur les responsabilités et sanctions de chaque protagoniste de l'affaire, accusé, témoin, victime. Avec ces cas pratiques, l'action de la justice devient plus concret. C'est pas un jeu. Venir au tribunal, c'est pas un amusement. C'est, j'ai éventuellement commis quelque chose d'interdit par la loi, je l'assume ou je l'assume pas, je suis convoqué devant des gens qui vont prendre une décision de mon avenir. Au fur et à mesure des cas abordés, les jeunes prennent conscience des conséquences judiciaires que peuvent entraîner certains de leurs actes à l'école. Mais si on arrive à toucher 2-3% des jeunes et à se dire que ces 2-3% des jeunes ne se retrouveront pas devant la justice, on aura déjà fait une bonne action pour ces jeunes-là, parce que leur vie ne basculera pas, mais aussi pour la société. On sait très bien qu'à partir de 10 ans, des enfants qui sont confrontés à la violence, la justice, à partir du moment où ils sont face à un tribunal, ils sont tellement démobilisés, déstructurés, qu'il y aura de la récidive derrière. Et c'est ça qui engendre le multirécidivisme. Le collège et la police municipale sont également invités à expliquer les procédures qu'ils mettraient en place face à ces faits. Le thème de la justice est abordé en classe de 4e par les enseignants d'histoire-géographie et d'éducation civique. Du coup, l'association intervient dans une dizaine de collèges dans le département tout au long de l'année. C'était un reportage de Florian Philippe et Florent Béline de VOTV. Et puis, juste avant la météo, une info média à Boulogne-Billancourt, c'est fini pour Nonce Paolini, qui cède son siège de président-directeur général du groupe TF1 à Gilles Pélisson, qui, selon le désormais ex-président de la première chaîne d'Europe, est un homme de grand talent, un entrepreneur aguerri, mais aussi un humaniste. Nonce Paolini, dans une lettre adressée à tous ses salariés, se félicite du passage d'LCI sur la TNT gratuite. Il est 12h46, la météo. IDFM météo. La région était traversée par une perturbation neigeuse dans le courant de la matinée, accompagnée de températures négatives. Les rayons seront peut-être plus présents cet après-midi. Il fait actuellement 4 à Pontoise et à Meaux, 5 à Saint-Denis et à Alfortville, 6 à Paris et à Compiègne. Attention, un petit risque d'averse subsiste, ce qui peut donner quelques flocons de neige. Demain, le soleil revient pour une fin de semaine fraîche, mais le risque d'averse est faible. De nombreuses gelées sont attendues dans la matinée. Aujourd'hui, Sainte Bernadette. Un bisou à Madame Chirac si elle nous écoute, puisque dans 2 minutes, le coup de cœur de Coralie Ozaruk, il est dédié aujourd'hui à un club qui vise haut. L'Union sportive Deuil-Enghien-Montmorency s'est associée au handball Saint-Brice 95 dans le but de rayonner sur le Val d'Oise dans le domaine du handball. Grégoire Nikonov est avec nous pour nous évoquer cette entente et ses projets dans un instant. Tout de suite. Toutes les dance music sont sur IDFM Radio Enghien le samedi de 20h à 21h30. Dance Express, le son de dance floor sans aucune pub sur IDFM Radio Enghien. Avec le mix de nos DJ résidents, DJ Sims, Alan Aurel, DJ Latino Boy, Jordan Cohen.
De la dance music en non-stop tous les samedis soirs sur IDFM Radio Anguin de 20h à 21h30. Ici Roberto Milesi. Rendez-vous pour un réveil en fanfare dès 6h15 sur IDFM Radio Anguin. Réveil en musique, votre petit déjeuner matinal, un concentré d'accordéon et de chansons. Je vous retrouve du lundi au samedi de 6h15 à 7h sur la première radio du Val d'Oise. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. Nous sommes de retour sur IDFM Radio Anguin. Merci d'être avec nous. Tout de suite, notre coup de cœur du jour. Il s'agit de Grégoire Nikonov. Je vous en parlais il y a un instant. Il est l'entraîneur des équipes B et C des seniors de l'Union sportive d'Euil-Anguin-Montmorency, associé au club de handball Saint-Brice 95. Il est avec nous et plus précisément avec Coralie pour nous parler de ce projet et de ses ambitions. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors viser plus haut, c'est l'objectif de cette entente. Comment comptez-vous atteindre les sommets de la compétition ? Alors, on a déjà commencé en faisant venir déjà un coach de grand nom, Francis Savard, qui a une énorme expérience, qui a déjà mené des équipes en partant de très bas jusqu'à un niveau national, de N3, N2 même. Donc, c'est vraiment notre principal atout dans ce projet. C'est un coach de très grande expérience, de talent. Et l'idée, c'était vraiment de mutualiser nos forces sportives en rassemblant nos équipes seniors dans le but de vraiment rivaliser avec les grosses écuries du Val d'Oise. Et quels sont vos effectifs pour cette saison ? Au niveau senior, on a 55 licenciés, catégorie plus de 16 seniors. On a 3 équipes masculines et une équipe féminine. Où en sont vos équipes actuellement dans les championnats ? Notre équipe 1 est au milieu de tableau, plutôt collée au haut de tableau. Elle s'en sort vraiment, vraiment très bien. Notre équipe B est, elle, plus en difficulté car très jeune. Et voilà, il y a du boulot encore. Et notre équipe C est un petit peu en difficulté aussi, mais ces dernières semaines, c'est beaucoup mieux et je ne doute pas qu'on va remonter la pente très vite. Et l'équipe 1, elle peut viser l'accession à la compétition supérieure ? Pas cette saison. L'objectif cette saison, c'est de se maintenir à la meilleure place possible. En revanche, la saison prochaine, oui, je pense qu'il y aura de plus grandes ambitions, c'est sûr. Parce que ce groupe A, vous avez une ambition, c'est que dans 3 ans, il atteigne le niveau national. Elle vous semble toujours réalisable ? Oui, bien sûr, c'est réalisable. On est au niveau régional excellence actuellement. Entre la nationale 3 et nous, il y a une marche, la pré-nationale. Donc d'ici 3 ans, c'est faisable, bien sûr. Et pensez-vous attirer des professionnels ou des jeunes voulant devenir professionnels ? En attirer, pourquoi pas. L'idée, c'est surtout de les former. Jeunes professionnels, on l'espère, on souhaite que ça, mais l'idée, c'est vraiment de former nos jeunes, de garder les jeunes talentueux qu'on a et de leur offrir un vrai projet adulte pour les faire rester dans le club aussi longtemps que possible. Et cette entente donc, qui a lieu juste au niveau senior, elle vous permet d'avoir un rayonnement plus important sur le département de Val d'Oise ? Oui, tout à fait. On a un rayonnement plus important, ne serait-ce que de par nos déplacements. On a 2 équipes régions, donc on se déplace beaucoup. On va dans le 91, dans le 92, partout dans le 95. Voilà, on joue beaucoup, on rencontre beaucoup d'équipes différentes. On a attiré de nouveaux joueurs avec ce projet dès la première année. Donc on a un plus grand rayonnement et je pense que nos résultats sportifs, plus ils seront meilleurs, plus ils attireront de nouveaux joueurs. Et au niveau financier, cette entente, elle vous permet de bénéficier de moyens supplémentaires ? Malheureusement, non. Pas actuellement, en tout cas. Nos subventions restent les mêmes. En revanche, pourquoi pas essayer, grâce à l'entente et grâce à un plus grand rayonnement, d'attirer des sponsors, des partenaires qui souhaiteraient nous encourager dans notre projet et nous soutenir. Et à moyen terme, pour la fin de saison, quels sont vos objectifs pour toutes ces équipes que vous avez ? Les objectifs, donc l'équipe A, ça sera évidemment de se maintenir. Et l'objectif est vraiment réalisable. Le groupe B, l'idée va être de préparer dès maintenant la saison prochaine. Il y a de la difficulté, on va essayer de se maintenir. Si c'est pas le cas, l'objectif à moyen terme sera de remonter en région le plus vite possible, dès la première année. Et l'objectif pour le groupe C, c'est vraiment un objectif d'intégration des jeunes, de leur faire effectuer la transition du passage de moins de 17 à senior le plus agréablement possible pour eux, disons. Et pour les féminines ? Pour les féminines, se maintenir également. C'est vraiment
une année de transition, donc c'est un peu difficile pour tout le monde, mais on s'accroche et on y arrivera, c'est sûr. Les filles sont sur une bonne série aussi ces derniers temps. Alors merci Grégoire Nikonov. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur des équipes B et C de l'entente entre le handball Saint-Brice 95 et l'Union sportive Deuil-Enghien-Montmorency, qui est donc effective au niveau senior. Vous êtes aussi l'entraîneur des moins de 13 qui sont classés en premier en département. Concernant les seniors, le club se classe actuellement à la 10e place en honneur régional masculin et à la 7e en excellence régionale masculine. Merci Coralie et merci à Grégoire Nikonov d'avoir accepté notre invitation. Ce journal est désormais terminé avec un petit point sur le programme et ce qui vous attend sur IDFM. À 13h, religion, spiritualité. Deuxième semaine du mois, on verrait avec tous. 14h, chanson française. 15h, bien-être santé avec Marie-Françoise Souchet. À 16h, balade musicale avec Bernard Ventre. 17h, RFI et la rediffusion de notre journal. 18h, croisière, la musique d'IDFM. 19h, antenne étrangère. 20h, best-of de l'accordéon. Ce que vous adorez sur IDFM, bien sûr. 21h, 100% musique. Voilà pour le programme. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer. Jean-François Dupaquet, Coralie Ovzaruc, Arthur Dupont. Merci à l'intarissable Paul Forti pour la technique. On se retrouve demain, vendredi, en direct dès 12h10 pour les informations locales et régionales. Bonne journée à tous.